Jeudi 15 mars 2021, malgré la douleur, malgré les pleurs, malgré l'émotion et même cette absence brusque et brutale à Bobo, cette commune dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui, vous le constatez aisément, et c'est tant bien que mal de retrouver ses habitudes qu'on lui connaît. Bonjour et bienvenue, vous êtes dans Matin Bonheur vous réveille, ce sera un spécial aujourd'hui à Bobo. On passera donc plus de temps avant de nous retrouver au studio, avant la fin de cette émission Matin Bonheur sur RTI 1. Bonjour à vous, bonjour à Alix, à tout de suite. Et bonjour à tous, chers téléspectateurs. Vous l'avez bien constaté, donc à l'entame de ces premières notes d'émission, nous faisons un clin d'œil à cette commune particulièrement éprouvée par le départ de son premier magistrat et de par là de toute la Côte d'Ivoire entière qui est encore touchée, étreinte par l'émotion que suscite cette brutale disparition. Alors en toutes circonstances, il n'y a que la foi qui nous permettent d'avancer et de pouvoir continuer à espérer en cette vie. Aujourd'hui, nous avons donc l'opportunité d'être encore avec vous. Nous allons profiter pour partager ce que nous avons de meilleur en ce lundi. Donc, c'est notre programme concocté pour cette journée. Nous aurons donc quelques points fondamentaux et puis tout ceci, bien sûr, dans l'esprit du deuil national que nous vivons tous dans l'entièreté de notre nation et même au-delà. Mesdames et messieurs, bienvenue d'Au Réveil. On part pour la couleur du temps et on revient pour dérouler le programme. Bonjour. Mesdames et messieurs, bonjour. Les régions du littoral et du sud forestier seront généralement nuageuses en début de matinée avec des possibilités d'averses de pluie. Par la suite, le temps deviendra partiellement nuageux. Le reste du pays sera sous un temps nuageux et ensoleillé. Côté température, on retrouvera 26 degrés le pic à Abidjan et à Adiaké, 23 à Bondoukou et Boaké également pour Daloa et Dimbokro, 24 à Gagnoa, 23 degrés à Korogo, 21 à Mans et à Odiéné, 26 pour San Pedro, 25 degrés à Sassandra et Tabou et enfin 23 à Yamoussoukro. Un temps généralement ensoleillé sera présent sur l'ensemble du pays au cours de cet après-midi. Toutefois, les zones du littoral et du sud forestier seront intéressées par des orages isolés, accompagnés de pluie en début ou en milieu d'après-midi. Ces situations pourraient intéresser les zones de l'ouest et du centre en fin de période. Le nord-ouest sera sous les vents secs de l'Harmattan avec un temps partiellement nuageux. Partout ailleurs, le temps sera généralement nuageux. Côté température, on retrouvera 33 degrés à Abidjan et à Adiaké, 36 à Bondoukou, 35 degrés à Boaké, Daloa et Dimbokro, 33 à Gagnoa, 36 à Korogo, 34 degrés à Mans, 36 à Odiéné, 32 degrés pour San Pedro, Sassandra et Tabou et enfin 35 degrés à Yamoussoukro. C'est fini pour ce bulletin météo. Merci pour votre aimable attention. Très bon début de semaine à tous. Bonjour et bienvenue dans cette édition. Bientôt, la distribution de moustiquaires imprégnés à longue durée d'action. Le programme national de lutte contre le paludisme va procéder au dénombrement des différents ménages sur toute l'étendue du territoire national. La formation des responsables d'air sanitaire a démarré dans plusieurs villes, dont Adzopé et Bongouano. Astou Touré. La phase de dénombrement des ménages pour la campagne de distribution des moustiquaires imprégnés à longue durée d'action MILDA a démarré. Le dénombrement, c'est comme un recensement. Nous allons passer dans les ménages pour compter le nombre de personnes par ménage, le nombre de couchettes par ménage, afin de pouvoir savoir combien de moustiquaires chaque ménage doit pouvoir bénéficier.
Et donc si un ménage n'a pas été visité, il sera difficile aux acteurs de la santé de leur attribuer des moustiquaires. Donc c'est un élément, une phase très très importante de la campagne de distribution de moustiquaires. Pour cette première étape, c'est la ville d'Adzopé, à environ 73 km d'Abidjan, qui nous reçoit. La campagne 2020-2021 sera de type stratifié sur toute l'étendue du territoire national, en tenant compte de la gestion de la résistance des vecteurs aux insecticides. Nous allons distribuer 3 types de moustiquaires. Nous nous sommes rendus compte qu'il y a 28 districts dans lesquels les moustiquaires standards ne sont plus efficaces. Donc après des études, nous nous sommes rendus compte qu'il fallait trouver des moustiquaires efficaces qui sont les moustiquaires standards et les moustiquaires de seconde génération. Donc il y a 28 districts qui vont recevoir des moustiquaires de seconde génération. Et la deuxième particularité, c'est que vous nous voyez sur le terrain. La seconde particularité, c'est que cette année, nous avons fait 2 équipes de coordination qui vont prendre les 33 régions de Côte d'Ivoire, qui vont être proches des populations pour aider les directeurs régionaux et les directeurs départementaux à faire le dénombrement. Au district sanitaire d'Adzopé, environ une trentaine de responsables d'aires sanitaires sont en formation. À leur tour, ils formeront des volontaires chargés de la mobilisation sur le terrain. Adzopé compte environ 250 000 habitants. À l'issue de cette phase de dénombrement, 122 851 moustiquaires imprégnés à longue durée d'action seront distribués. Pour lutter efficacement contre le coronavirus, la Côte d'Ivoire a acquis des doses de vaccins. La ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté s'est fait vacciner. Elle invite par conséquent les personnes concernées par cette campagne à se faire vacciner. Le point de Astou Touré. Maria Toukone au centre de vaccination contre la Covid-19 du CHU de Cocody. La ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté est vaccinée contre la Covid-19, une pathologie qui fait à ce jour plus de 200 morts en Côte d'Ivoire. Par ce geste, elle veut encourager les personnes vulnérables à lui emboîter le pas. La pandémie à coronavirus est mortelle. C'est un petit virus qui est en train de décimer le monde. Et maintenant qu'il y a un vaccin, il faut donner l'exemple pour arrêter, pour arrêter l'hémorragie. Je suis juste venu faire mon vaccin pour montrer qu'il n'y a pas d'effet secondaire, pour montrer que ce n'est pas faire le vaccin protège. Et faire le vaccin va nous aider à arrêter la propagation de cette pandémie. Message reçu 5 sur 5 par Lazare Kounan-Kwakou, sexagénaire de 74 ans, colonel-major de la gendarmerie à la retraite. Pour nous qui présentons quelques maladies de vieillesse, nous venons pour essayer de nous protéger contre la maladie du siècle. Nous pensons qu'ils veulent nous protéger, qu'ils viennent nombreux se faire vacciner. Sont concernés par cette phase les agents de santé, les forces de défense et de sécurité, les personnes souffrant d'une pathologie chronique telle que l'hypertension et le diabète, les enseignants et les populations âgées de 50 ans au moins. Dabakala se met en marche pour l'autosuffisance en riz. 200 riziculteurs travaillent à produire plus de 600 tonnes de semences par saison. Les détails de Léon Brou. Voici le périmètre rizicole concédé par l'État dans le cadre de son programme d'autosuffisance en riz aux promoteurs du village semencier de Dabakala. De ce terrain de 114 hectares déjà irrigués, sortiront environ 600 tonnes de semences de riz dans 3 mois. Sur les 114 hectares, il est attendu 600 tonnes de semences que nous allons certifier. Une partie, ça sera pour le projet Coris, mais l'autre partie, c'est à la disposition de l'État de Côte d'Ivoire. Et le promoteur de se montrer rassurant indique que 160 tonnes de semences de base et les intrants, dont de l'État et de ses partenaires, sont déjà disponibles. Côté mécanisation, du ressort toujours du promoteur, un parc de 50 tracteurs. Pareil pour les équipes d'encadrement et la main-d'œuvre constituée de 174 riziculteurs. Pour chaque hectare cultivé, en tout cas, le producteur il doit pouvoir avoir entre 600 à 800 000 jusqu'à 1 million. Les grands producteurs qui ont 3 hectares, c'est sûr qu'ils auront 3 millions
au bout de 3 mois et demi. 2 millions de personnes de la région du Hambol vont directement vivre de ce projet de production de semences de riz. Dabakala va également approvisionner les autres périmètres rizicoles du pays. Possible donc l'atteinte de l'autosuffisance en riz à l'horizon 2025, se réjouissent les acteurs du projet, dont le ministère de la Promotion de la Riziculture. Ainsi, la Côte d'Ivoire pourra-t-elle faire l'économie de 500 milliards de francs CFA par an, coût de l'importation du riz, en plus de s'ériger en pays exportateur de semences de riz. Voilà, c'est la fin de ce rendez-vous de l'actualité. Prochain retour de l'information à 7 h. Merci à vous, Régis Kofi, pour ces premiers passages sur Matin Bonheur. Alors, nous avons démarré cette émission avec ce petit clin d'œil à la commune d'Abobo, où se trouve actuellement Thierry Angeval. On va l'y retrouver pour voir comment se déroulent les choses. Toujours à Abobo pour échanger avec cette population qui se lève très tôt aujourd'hui le matin pour vaquer tout simplement à ses occupations. Venez avec moi, nous sommes avec un monsieur que nous rencontrons ici sur cette midi place de la mairie d'Abobo. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. C'est monsieur? Monsieur Bakayoko Vazumana. Monsieur Bakayoko Vazumana. Alors monsieur Bakayoko, triste nouvelle pour nous depuis plusieurs jours maintenant. Nous sommes dans cette nouvelle semaine qui commence. Déjà, comment elle commence pour vous cette semaine de ce lundi 15 mars 2021? Sincèrement, quand j'ai appris le décès du maire d'Abobo, le Premier ministre, je n'ai pas pu regarder les journaux. Même la radio, je n'ai pas pu écouter la radio. Ce matin, en tout cas, je me suis ressenti un peu... Ouais. Vous dites qu'il fallait que vous puissiez vous lever pour aller faire ce que vous avez à faire. Voilà, moi je suis au travail, je viens de travailler comme ça. Ok. Ce matin, je suis venu expressément voir l'état de la mairie. Ouais. Et la question que je me pose, que sera Abobo après le décès du maire? C'est la question qui me trouve dans la tête. Ouais. Parce qu'il faudrait un homme de poigne pour redresser Abobo. C'est lui qui pourrait le faire. Ouais. Alors, c'est vrai que vous avez été de garde, vous êtes descendu ce matin, vous êtes juste passé ici pour voir un peu comment ça se passe ici devant la mairie d'Abobo. La semaine, on imagine qu'elle va être difficile jusqu'à la fin, parce qu'on sera dans la semaine de son inhumation. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur le Premier ministre Ahmed Bakayoko, maire de votre commune? Bon, le ministre, moi je l'ai connu depuis le était petit, depuis son enfance, parce que son père était ami à mon père. Mais lui et moi, on n'a jamais eu à échanger. Pour cette semaine, vraiment, les mots me manquent, sincèrement. Les mots me manquent. Tellement ça me fait mal. On va vous laisser vaquer à vos occupations. En tout cas, merci beaucoup. C'était aussi ça ce qu'on voulait voir, comment la semaine débute ici à Abobo, comment le jour se lève ici à Abobo. Et on a bien voulu commencer sur cette grande place de la mairie d'Abobo. Merci, M. Bakayoko. Merci, monsieur. Merci, excellente journée. L'émotion, oui, l'émotion et rien que l'émotion depuis plusieurs jours maintenant, depuis ce 10 mars 2021. Et oui, tout comme la Côte d'Ivoire, Abobo s'est réveillé avec cette nouvelle. Tout comme la Côte d'Ivoire, Abobo a été choqué par cette nouvelle. Aujourd'hui, ce sera à nous ici de passer un peu plus de temps avec les habitants de cette commune pour voir comment est-ce qu'ils commencent. Venez avec nous. Bonjour madame. Bonjour monsieur. C'est madame? Madame Gueflora Alice. Alors ce matin, nous sommes un lundi matin. Nous sommes ici à Abobo. Déjà pour vous, comment cette semaine elle commence? Comment ce jour commence ici à Abobo? Bon, avec beaucoup de tristesse, il faut le dire, avec la nouvelle que nous savons tous, le décès de notre Premier ministre. C'est toute la famille, toute la Côte d'Ivoire est endeuillée. C'est avec tristesse qu'on commence la semaine en fait. Oui. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire vraiment sur le maire de cette bouillante commune d'Abobo? Alors, personnellement, je n'ai pas eu à rencontrer le maire,
Mais avec les témoignages des uns des autres, je pourrais dire que c'est un grand homme. Ouais. Surtout un homme qui a compris que c'est la charité qui fait la vie de tout être. On parle beaucoup de sa générosité. Donc je pourrais dire que c'est un grand homme, un homme au grand cœur. Un homme au grand cœur avec des actions qu'il faut pérenniser. Oui, un homme au grand cœur avec des actions qu'il faut pérenniser, surtout envers sa commune à Bobo, envers les artistes, envers tous les Ivoiriens en fait, qu'il faut pérenniser. Et surtout envers vous les femmes. Bien sûr. C'est un homme qui aimait beaucoup les femmes. Il avait beaucoup de projets pour les femmes. Oui. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Nous, ce qu'on a envie de vous demander, c'est un message, certes pour Abobo, mais un message pour la Côte d'Ivoire. Alors, déjà, Yako à sa femme, Yako à ses enfants, Yako à sa famille, et puis Yako aussi à nous les Ivoiriens. On comprend ici que l'homme n'est rien, que seule notre intimité avec Dieu doit primer avant tout. Merci beaucoup. Excellente journée. Merci. Allez, nous sommes au terme de ce premier pan de notre réveil ici à Bobo. On ira au studio avec Alix et quand on reviendra, nous serons bien sûr dans un quartier d'Abobo. On verra bien. Il y a beaucoup de quartiers ici, Avocatier, Plaque 1, Habitat et tout. On verra bien. Tout à l'heure, on va se retrouver dans l'un de ces quartiers pour savoir aussi comment cette journée, comment cette semaine ont démarré de ce côté-là. À tout de suite. Et on vous retrouvera dans quelques instants, Thierry Angeval. Alors, nous avons parlé d'espoir, d'espérance qui doit nous pousser à aller de l'avant. C'est ce qui nous étreint en tout cas et nous habite pour ce programme que nous avons voulu progressivement rentrer dans la normale. Nous gardons donc quelques fondamentaux et nous vous invitons à rester toujours en mouvement parce que c'est aussi ça le sport, c'est la vie. Et voilà, de retour sur le plateau de Matin Bonheur, remerciements renouvelés à la coach Marie-Noël qui nous permet comme ça de prendre le temps et sinon donner le temps de cette nouvelle semaine que nous espérons vraiment en forme. Alors, nous allons partir pour un petit élément vidéo qui nous parle de nos inventions et de son impact sur nos vies. Mariée, mère de 2 enfants, Bonnie Julie est la directrice de Emotiche, une entreprise de production et de commercialisation de produits alimentaires. Elle a créé cette entreprise pour valoriser ses inventions, notamment le cacao nut, les amuse-bouches à partir de fèves de cacao. Quand les fèves arrivent, je les lave, je les ressèche et puis maintenant je les torréfie. Et donc après cela, je passe à décortiquer les fèves. On sépare la peau des fèves. Julie et ses collaboratrices fabriquent 4 produits de 6 parfums différents. Nous avons les nougats, que voici, les nougats de cacao. Nous avons les enrobés des fèves de cacao et puis l'infusion de cacao. Ce matin, Julie se rend dans la commune de Yopougon où elle a obtenu un stand à l'intérieur d'un supermarché. Exposer ses produits ici est une chose, pouvoir les vendre en est une autre. Le projet amener les Ivoiriens à consommer naturellement. À l'autre bout de la commune de Yopougon, une autre invention, électronique cette fois, fait son petit bonhomme de chemin. C'est le Tempoprise 225. Donc quand M. Koné est venu me proposer son appareil, ça a été un grand plaisir pour moi de l'accepter. Donc depuis que je l'utilise sur mon serveur, j'ai plus eu de problème. Ce pharmacien plaide par ailleurs pour une politique de préférence nationale. Je pense que, vu l'efficacité du produit, ça devrait d'abord être une exigence dans l'administration. L'inventeur de Tempoprise 225 qualifie son invention de prise intelligente. Son rôle, c'est de faire en sorte que lorsqu'il y a une coupure de courant, quand le courant revient, il bloque. Il ralentit le courant pour que le courant n'aille pas directement sur la charge, sur vos appareils. Ce passionné d'électronique rêve de produire son invention en quantité industrielle. Industrialiser, pour moi, c'est de faire en sorte que des idées ivoiriennes soient produites dans des usines, dans des unités de production, et ça lutte contre le chômage parce qu'une usine, ça demande du personnel, une administration, des jeunes Ivoiriens qui vont travailler.
Quartier Kennedy, commune d'Abobo, Kwadio Maurice procède à la mise en bouteille du désinfectant de main appelé Biogel qu'il a inventé dans le cadre de la lutte contre la COVID-19. Lorsque on met sur les mains, il dure plus longtemps, plus que 4 heures du temps. Il n'est ni toxique, ni alcoolique. Pour lui, les difficultés d'accès au laboratoire sont de réels facteurs limitants. Unis au sein de la FEDINSI, Fédération des inventeurs et innovateurs du Côte d'Ivoire, les inventeurs multiplient les initiatives pour être visibles et avoir de la visibilité. Si on pouvait avoir un guichet unique pour voir déjà ce qui sort d'ici pour être mis sur le marché, pour contribuer au PIB du pays, parce que de par nos inventions et innovations, nous pouvons, on le sait, contribuer effectivement à la marche de ce pays. Bien qu'au pied de nombreux défis, le président de la FEDINSI rend hommage aux efforts de l'État en faveur du génie ivoirien. C'est un pays où la recherche a été encouragée. C'est un pays où l'obtention des brevets a été soutenue à travers même, ne serait-ce que l'Office ivoirien de la propriété intellectuelle. Reste maintenant à franchir le cap de la valorisation ou de l'exploitation des inventions pour le bien-être des inventeurs et l'industrialisation du pays, selon lui. Et nous pensons que la Côte d'Ivoire va se transformer rapidement lorsque nous allons avoir une oreille attentive du côté de l'État qui va mettre en place une structure institutionnelle qui va s'occuper de valorisation. Côté OIP, Office ivoirien de la propriété intellectuelle, on salue l'ingéniosité des inventeurs et des innovateurs ivoiriens et on les accompagne dans l'obtention de leurs brevets. Le directeur de l'OIP invite par ailleurs les inventeurs à se soucier de la protection de leurs inventions, sans négliger la question de la valorisation de celles-ci. Quel est le business plan qui est autour du brevet? Le brevet, c'est un élément de rentabilité d'une entreprise. Le brevet pour le brevet, c'est bien, mais le brevet pour l'exploitation, je répéterai ça à chaque fois que j'aurai l'occasion, c'est mieux. À l'Académie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines ASCAD, la conviction qu'un pays ne peut se développer qu'en s'appuyant sur le génie de son peuple est largement partagée. Il faut que ce soit des acteurs du développement. Alors s'ils sont ignorés, c'est évident que le pays est d'autant plus retardé. Chaque peuple a son génie. Alors il faut savoir détecter ce génie-là et puis lui proposer de faire avancer la société. Parce que le génie a toujours une solution aux problèmes qui se posent. La Côte d'Ivoire compte plus de 250 inventeurs, avec à la clé 20 brevets d'invention en moyenne l'année et environ 300 brevets d'invention dans les tiroirs, selon la FEDINSI. Pour de nombreux observateurs, c'est un filon que le pays devrait exploiter pour accélérer son industrialisation. Et voilà cet élément qui nous plongeait au cœur des inventions et de leur impact sur notre vie et notre environnement, ce que cela peut nous apporter pour pouvoir nous développer et puis vivre dans un environnement évolutif. Alors, on va passer maintenant à un élément hommage, car voilà, c'est l'esprit, c'est l'atmosphère qui prévaut. Nous allons donc avoir une unité de pensée et d'action pour tout ce qui se fait ici dans notre pays en référence à ce qui nous touche dans notre pays encore. Voilà, c'est un hommage bien mérité pour notre Premier ministre, chef du gouvernement, ministre de la Défense, M. Ahmed Bakayoko. La première fois que j'ai rencontré son Excellence Ahmed Bakayoko, c'était à la radio Nostalgie. J'ai débuté ma carrière et je me souviens de quelqu'un de très gentil, qui aimait les artistes, qui aimait la musique. Et d'apprendre qu'il est mort, ça fait mal au cœur, pour l'art, pour la musique. Et donc je dirais à toutes mes condoléances à sa famille et Yako, à toute la Côte d'Ivoire, courage. Oui, le grand frère Ahmed était un grand féru de la rumba et de jolis des bilamba. Si je peux ainsi parler la note, comme un bilamba, ce sont les vêtements. Un grand amateur de rumba et de beaux vêtements. En tout cas, il aimait bien la musique congolaise qui avait dominé toute l'Afrique dans les années 60 jusqu'à
aux années 80-90 et jusqu'à maintenant d'ailleurs. Et il avait beaucoup d'amis musiciens congolais. On peut citer Papa Wemba, Kofi, Fali et autres, Defao et autres, Roga, tout ça. Voilà. Ce goût à prononcer pour la musique congolaise n'est pas fortuit parce qu'il a comme frère et ami un certain monsieur qu'on appelle Izubo Jinokalwa. Je peux dire qui est le pont entre le Congo et la Côte d'Ivoire. Parce que homme des médias, homme culturel, c'est lui qui nous faisait découvrir les nouveautés congolaises à l'époque. Comme tout bon Ivoirien, comme tout disciple du football, le premier ministre Ahmed Bakayoko aimait les bons vêtements, comme on dit. Il aimait les bons vêtements, il s'habillait correctement et bien. C'est tout ça qui faisait de lui vraiment un homme exceptionnel, en plus de sa générosité, légendaire, reconnu par tous, et son humilité, reconnue par tous également. Vraiment, la Côte d'Ivoire a perdu un grand monsieur. Mais c'est sincère condoléances à sa famille, à sa femme, surtout à son frère Zoumak, et au président de la République, vraiment qui est très éprouvant en ce moment, j'imagine. Parce que perdre ses deux enfants en l'espace de 6 mois, c'est pas une chose énorme pour un père de famille. Moi, monsieur le président, il y a beaucoup, comme on dit, les épreuves doivent nous fortifier. Et Dieu sait pourquoi. Je vous sais très croyant. Dieu sait pourquoi il a fait ça. Je vous remercie. Ahmed Bakayoko, c'est quelqu'un de... C'était quelqu'un d'entier. J'ai jamais vu quelqu'un aimé par autant de monde. Quand il t'avait pour ami, qu'il soit avec des grandes personnalités, avec des chefs d'État, dès qu'il te voit, tout le monde va savoir que c'est ton ami. Il va te serrer dans ses bras comme si on était deux enfants. C'est quelqu'un d'entier. C'était quelqu'un d'entier. Quelqu'un, quand il te pose la question « Comment tu vas ?», il le pense vraiment. Il veut savoir de quelle façon est-ce qu'il peut t'aider. C'est quelqu'un aimé dans tous les pays, partout où il va. L'Afrique a perdu quelqu'un de très important. Bonjour à tous. En Afrique du Sud, Goodwill Zwelithini, roi des Zoulous, est mort. En un demi-siècle de règne, il a réinstauré les danses des vierges et appelé à chasser du pays les immigrés, ceux qu'il appelle les poux et les fourmis. À la fois vénéré et controversé, le roi des Zoulous est mort vendredi à 72 ans. Ce roi, sans pouvoir, mais à la parole incendiaire, a exercé une influence spirituelle sur plus de 11 millions de Zoulous, le plus important groupe ethnique du pays. En France, plus de 2000 personnes ont participé hier dimanche à Argenteuil, dans le département français de Val d'Oise, à une marche blanche en mémoire d'une adolescente de 14 ans dénommée Alicia, morte noyée le 8 mars dernier, après avoir été violemment frappée par 2 camarades et jetée dans la Seine, encore consciente selon les informations de l'agence France-Presse AFP. On reste en France. Juge des enfants, puis entre autres juge d'instruction pendant 36 ans, Marie-Pierre Porchy a combattu l'effroyable banalité de l'inceste durant toute sa carrière et relevé son traitement insuffisant au sein de l'institution judiciaire. Elle présente son livre « Les silences de la loi ». Réaction. Il faut protéger l'enfant. Protéger l'enfant dans le parcours judiciaire pour qu'il n'ait pas envie d'abandonner. Parce qu'évidemment, vous imaginez ce que peut représenter une confrontation en personne quand l'enfant retrouve son agresseur dans le bureau du juge. C'est quelque chose de terrible d'ailleurs. Il y en a beaucoup qui lâchent tout et qui disent même « j'ai raconté des mensonges » uniquement pour échapper à ce parcours du combattant. La société arrive à un moment où elle est mûre
pour entendre et voir tout ça, et à s'en émouvoir et à s'en révolter. Et quelque part, le législateur qui va statuer sur ces propositions de loi le 15 mars, il est forcé d'entendre le mouvement sociétal dans ce sens-là. Même si la loi de 2018 a fait des avancées, elle n'est pas suffisante. Même si les réseaux sociaux, c'est très critiquable, parce qu'il ne faut surtout pas rendre la justice sur les réseaux sociaux, je trouve quand même extraordinaire que d'un seul coup, les gens découvrent que leur voisin de bureau vit la même chose, et que 1 sur 10 vivent la même chose, et que c'est véritablement... Ça sera une avancée de civilisation si on sort de ça. Des lettres d'Hitler, du père d'Adolf Hitler, retrouvées en Autriche. Selon les historiens, il était connu qu'Alois Hitler, né hors mariage, était un chef de famille tyrannique. Cependant, ces échanges offrent un nouvel éclairage, celui d'une vie familiale qui n'était pas toujours désagréable. Les lettres donnent aussi une image différente de la mère Clara, dépeinte par Adolf Hitler comme une tranquille petite ménagère dans son livre Mein Kampf. On sera en présent dans l'espace. 2 astronautes de la NASA passent leur samedi à effectuer une sortie dans l'espace à l'extérieur de la Station spatiale internationale, ISS. Mike et Victor ont prévu plusieurs tâches pour leur sortie dans l'espace, notamment la purge d'un câble de liaison du système d'ammoniac et son installation dans une autre partie du laboratoire pour plus d'efficacité. Merci à toutes et à tous de votre attention. Très belle journée à vous. Merci à vous aussi, Régis Kofi. Belle journée et bon début de semaine. Nous repartons tout de suite rejoindre Thierry Angeval qui se retrouve dans la commune d'Abobo. Voilà Alix, nous sommes toujours à Abobo et nous sommes à Abobo Sogefia. Nous avons voulu entrer dans les quartiers pour voir comment cette semaine elle commence ici dans cette belle commune d'Abobo. Et j'ai le plaisir d'avoir une belle entité d'Abobo, c'est la jeunesse. Et nous sommes avec des jeunes ici. Bonjour, 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 bonjour. Bonjour, c'est Adama. Le nom? Moi, c'est Ouedraogo Adama. Ouedraogo Adama. Il y a beaucoup d'Adama ici. Salia Bamba. Bamba Omaru. Moi, c'est Ouedraogo Moussa. Alors, venez avec moi, on va échanger avec ces jeunes. Bon appétit. Hein. On reprend le nom, c'est? Salia Bamba. Alors, on va commencer avec Salia pour savoir comment est-ce que la semaine a commencé ici à Abobo. Nous tous, on sait la triste nouvelle, on sait ce qui se passe. Comment est-ce que Abobo s'est réveillé aujourd'hui, ce lundi, avec Salia? Bon, Abobo s'est réveillé avec une journée qui commence très triste pour moi. Après le départ du maire, notre maire, bien sûr, vraiment, nous sentons tous la tristesse. Déjà, le projet qu'il avait pour Abobo, avec tout ce qu'il a fait pour Abobo, aujourd'hui, nous ressentons vraiment qu'on a perdu un grand homme. Un grand homme. Surtout moi, j'ai très mal. J'ai très mal. Parce que le projet qu'il avait pour la jeunesse d'Abobo, je sens que ça va tomber à l'eau. Bon, on va espérer que ça ne tombe pas. Alors, Salia, il fait quoi dans la vie? Je suis un chauffeur de taxi. Un chauffeur de taxi. Généralement, le lundi matin, Salia se lève à quelle heure? À 6 h, au plus tard 6 h, 7 h, ici, déjà sur pied. Mais aujourd'hui, on n'a pas encore peut-être commencé. Est-ce que ça va se faire, ce travail aujourd'hui? Bon, aujourd'hui, je n'ai pas vraiment le moral de travailler aujourd'hui. Puisque depuis le départ de notre mère, franchement, moi je parle de moi personnellement, je n'ai pas le moral de travailler vraiment. C'est un peu difficile puisque c'était mon idole. Je voyais la jeunesse réussir à Ahmed Bakayoko. Et aujourd'hui, il n'est pas là vraiment. Moi, j'ai mal au... Voilà, merci beaucoup en tout cas Salia. On va lui permettre de continuer à prendre son thé. En tout cas, bon appétit. On va prendre un deuxième avis. Nous sommes avec Adama numéro 1. Ouais. Comment ça va? Oui, ça va. Alors, Adama, on est ici à Abobo, à Abobo Sogefia. On a commencé au rond-point de la mairie. Bon, c'est vrai qu'il y avait du monde, les gens partaient au travail, mais on sentait la tristesse sur le visage des gens.
la semaine commence difficilement. Non, non, en tout cas, avec sa mort là même, là, ça a cassé le moral de beaucoup de problèmes. Donc ça fait que là, les trucs même là, tu sens que non, depuis le jour où ils ont annoncé, depuis la soirée où ils ont annoncé sa mort jusqu'à aujourd'hui là. Vraiment, nous on s'en travaille même là, mais on sent que ouais, c'est bizarre quoi. Bizarre. On sent que c'est Djenzin. Mal. On cherche quelqu'un même, celui qui a besoin qui a venu le remplacer même là, on ne sait pas c'est qui. Donc vraiment aller là, ça va pas nous arrêter même. Ouais. Ça ne nous arrête même pas même. Mais depuis le Premier ministre était à la tête de la mairie d'Abobo, et oui, avec toutes ces actions, on se sent mieux à Abobo. Il était toujours à nous matin, midi, soir, comme sinon c'est pas un ministre, comme c'est pas un même. Il est là, on peut rester quoi, il va venir s'asseoir avec nous, il va boire café avec nous, comme sinon c'est pas le maire ni ministre même. Genre tout le temps, il était là, donc on s'attend à l'aise avec lui. Donc ça fait que les agressions, les trucs, là, tout, il y avait plus à Abobo. Donc c'est pour ça, voilà le seul problème, mon problème, c'est ça même qui est là même. Faut pas que non, de toute façon que non, il a banni les agressions à Abobo là. La personne qui a venu à sa place là, on a regardé ce qu'il faisait, puis on a continué avec ça. Mais qu'est-ce qu'Adama peut dire à la jeunesse d'Abobo avant de terminer? C'est que si on aurait écouté, c'est le père à son âme, Ahmed Baron nous a dit. Puis on a écouté par rapport à les agressions qu'ils ont arrêtées là. On aurait fait comme s'il était là, puis on aurait arrêté. Le problème c'est ça, mais par exemple, si ça même s'est basé jusqu'à aujourd'hui, puis il a pu enlever ça. Donc maintenant, pas qu'ils vont réagir, il n'est pas là, puis ils vont venir reprendre encore. On aurait fait comme sinon il était là, puis ils vont arrêter. Par rapport à les agressions, les noms. Il y a eu trop de mouvements, on ne peut pas tout parler même. Ouais, il a trop fait, trop. Ouais. En tout cas, merci beaucoup Adama, merci. Et oui, vous voyez, c'est ça, cette jeunesse d'Abobo qui perd un homme, qui perd quelqu'un de très proche, comme il a dit, proximité avec toutes les populations de sa commune, mais par ricochet, proximité avec tous les jeunes de Côte d'Ivoire, avec toute la Côte d'Ivoire. Et c'était ça Ahmed Bakayoko. Et c'est ce que nous allons retenir tout en quittant Abobo et pour nous retrouver au studio à Cocody. Vive bien tout ce qu'il a posé comme acte ici à Abobo. Vive cette paix qu'il a instaurée aussi à Abobo et vive cette entente avec la jeunesse. Matin Bonheur vous réveille, eh bien, on va se retrouver à Cocody pour poursuivre cette émission avec Alix. Mais on aimerait avoir une pensée forte pour le Premier ministre de la République de Côte d'Ivoire qui nous a quittés brutalement, mais ainsi va la vie. A tout de suite. Et voilà, de retour après cet élément de Angeval qui va maintenant faire mouvement vers la maison de la télévision ici à Cocody. Il faut retenir que voilà ce petit clin d'œil pour Abobo qui sent beaucoup plus le départ de son maire, premier magistrat donc Abobo qui pour ainsi dire hérite d'un legs dont il va falloir faire preuve de responsabilité et d'abnégation pour perpétuer l'œuvre de monsieur le maire de la commune d'Abobo. Alors nous on va poursuivre cette émission et recevoir maintenant Renaud Kobia qui est là pour sa revue de presse. C'est sûr que cette revue de presse est saisie de l'émotion qui est la nôtre, celle du départ du Premier ministre. Bonjour Renaud. Bonjour Alix. Alors, on démarre cette revue de presse avec cette première nouvelle, l'arrivée de la dépouille mortelle du Premier ministre. La République en larmes. Tout à fait, l'émotion était palpable à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny ce samedi à l'arrivée du corps du Premier ministre. L'un des moments forts de la cérémonie d'accueil a été celui du sermon religieux prononcé par l'imam Ibrahim Koné de la mosquée de l'ENA pendant le prêche du guide musulman qui a indiqué qu'il était temps que les Ivoiriens se donnent la main pour prier pour la Côte d'Ivoire. Plusieurs ministres ont fondu en larmes selon le Nouveau Réveil. Et toujours lors de cette arrivée du Premier ministre Ahmed Bakayoko à Abidjan ce samedi, la tristesse et l'émotion ont été à son paroxysme. Oui, et c'est le patriote qui retranscrit au mieux ces deux émotions en lançant à sa une « Dieu
quelle douleur. Le confrère qui, au-delà de la perte nationale que représente le départ du Premier ministre, pleure son fondateur, indique que les populations qui ont fait une aide d'honneur au Golden Boy l'ont ovationné au passage du corbillard qui transportait sa dépouille mortelle. Le quotidien livre le programme des obsèques qui démarre ce mercredi 17 mars et souligne que le RHDP, sa famille politique, va lui rendre un vibrant hommage ce jeudi au stade Alassane Ouattara de Bempey qui a été réquisitionné pour l'occasion. Et on reste toujours sur cette information. Et nous dit-on, l'atmosphère était lourde à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. Oui, que c'était dur. C'est avec ces mots que le matin traduit l'ambiance pesante qui a régné ce samedi au pavillon présidentiel de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, Port-Boué, à l'arrivée de la dépouille du Premier ministre. Le confrère témoigne de la grande douleur et de l'affliction du couple présidentiel qui, malgré tout, a conservé sa dignité et aussi de la grande mobilisation des populations d'Abobo qui ont tenu à rendre un vibrant hommage à celui qui était le maire de leur commune. Justement, ce décès qui éprouve les plus hautes autorités de ce pays, au nombre desquelles le premier, le président de la République, était dans la douleur. Oui, le président de la République qui perd un autre fils et un deuxième Premier ministre en l'espace de 8 mois. L'expression dans son numéro de ce jour traduit toute la douleur du chef de l'État qui a eu du mal à cacher ses émotions au moment de l'accueil du cercueil contenant la dépouille d'Ahmed Bakayoko. Pendant la cérémonie qui a suivi, le confrère adresse des condoléances au président de la République et souligne en réponse aux rumeurs selon lesquelles le Premier ministre aurait été empoisonné, que l'hôpital allemand dans lequel il est décédé indique qu'aucune trace de poison n'a été retrouvée dans son corps. Et on a cette autre nouvelle ici dans notre pays, hélas, effondrement d'un immeuble à la Riviera à Nono, le bilan s'alourdit. Oui, il est désormais de 10 morts et 7 blessés. Le corps d'un autre enfant a été extrait des décombres ce week-end, augmentant le nombre de personnes décédées dans l'effondrement de cet immeuble le vendredi dernier à la Riviera. Et selon le commandement du groupement des sapeurs-pompiers militaires, plus aucune victime n'est à signaler sous les gravats. Néanmoins, les sauveteurs continuent les recherches par mesure de prudence. À en croire le ministre Koné Bruno de la Construction et de l'Urbanisme, ses services avaient demandé aux propriétaires de ce bâtiment d'arrêter les travaux en raison du risque qu'il représentait. Et c'était un jour de mars 2015 où la Côte d'Ivoire a été touchée par le terrorisme. L'attentat de Grand Bassam a été commémoré ce week-end. Oui, c'est ce samedi qu'a été commémorer l'attentat terroriste qui a frappé notre pays il y a 5 ans de cela. Cette attaque qui a eu lieu le 13 mars 2016 à Grand Bassam avait fait 19 morts et plusieurs blessés. Cette cérémonie de souvenir qui s'est tenue dans la cité balnéaire en présence des autorités de la ville a vu la participation de l'ambassadeur de l'Union européenne Jobst von Kirchmann et celui de la France Jean-Christophe Béliard. Des gerbes de fleurs ont été déposées par les autorités à la stèle érigée en mémoire des victimes de cet événement pour symboliser leur solidarité aux familles des victimes et pour le maintien de la paix en Côte d'Ivoire. Et la nouvelle avait créé la panique dans la commune du Plateau. Affaire rumeur d'attentat au Plateau. L'auteur de la fausse alerte a été démasqué. Oui, on en sait un peu plus sur la fausse alerte à la bombe qui a créé la panique à la cité administrative du Plateau la semaine dernière. Selon l'Inter, la fausse alerte a été donnée depuis la prison civile de Mans par l'un des détenus de cet établissement démasqué. Celui-ci est passé aux aveux selon l'Inter. Quel esprit vraiment bizarre. Un mot d'économie avec la bourse régionale des valeurs mobilières qui a clôturé en baisse la semaine dernière. Oui, cette situation est liée à la contraction de la valeur Sonatel qui représente à elle seule près du tiers de la capitalisation du marché. Conséquence, l'objectif de 140 points que s'était imposé le marché régional pour cette semaine n'a pu être atteint au regard des points perdus par le BRVM Composite et le BRVM 10. À noter que malgré le nombre important de valeurs qui ont varié ce vendredi, le marché régional a enregistré un volume de transactions s'élevant à 119 millions de francs CFA. Et voilà qui referme cette revue de presse. Merci à vous, Renaud. On se revoit demain. Bonne journée. À vous aussi.
Alors, nous, on va poursuivre cette émission et rester maintenant en compagnie de notre premier invité que l'on reçoit, en la personne de Maître Paul Arnaud Écou, expert en droit routier. Il nous dressera ici le profil, on va dire, élogieux du conducteur responsable. Conduire un véhicule, ce n'est pas seulement avoir les aptitudes académiques, il faut aussi avoir des aptitudes psychologiques pour pouvoir être voilà, un bon conducteur et ne pas être un danger pour tous. Jingle. Bonjour Monsieur Écou. Bonjour Alice. Bienvenue en ce lundi 15 mars. Alors, en préambule, on nous dit ceci, tout conducteur doit posséder les qualités physiques et psychiques nécessaires à être en état physique et mental de conduire. C'est l'article 8 de la Convention de Vienne de 1968 sur la circulation routière qui le dit. Tout à fait. Qu'est-ce à dire finalement quand on entend par profil psychologique du conducteur ? Tu le fais bien de le rappeler, c'est une obligation légale d'être dans des dispositions psychologiques aptes à la conduite. Et donc, des chercheurs sont penchés sur des différents traits de personnalité qui caractérisent le conducteur, comment il réagit par rapport à certaines situations. Donc, ces personnalités-là vont permettre d'identifier quel type de conducteur on est quand on est au volant de sa voiture. Donc, ces profils psychologiques-là nous permettent vraiment de pouvoir suivre la pratique de conduite et de s'améliorer. Et c'est ça qui permet, depuis une dizaine d'années, de développer une science psychologique pour accompagner les conducteurs dans la pratique de la conduite automobile. D'accord. Donc, pour déceler ces profils psychologiques, nous nous basons sur quel indicateur et comment il se fait? Et quelle est la fiche type? Il y a plusieurs types de profils, mais il y a 3 grands critères qui permettent de catégoriser les profils. Le critère le plus connu, c'est le critère du genre. On va avoir le profil genré entre les hommes et les femmes qu'on discute toujours. Oui. Les femmes sont censées moins bien conduire que les hommes. C'est un profil, donc il y a ce profil du genre-là. Il va y avoir le profil fondé sur l'âge. Les jeunes conducteurs un peu plus fougueux, un peu plus audacieux vont constituer un plus grand risque des conducteurs plus âgés. Il y a un 3e critère qui est assez intéressant, c'est le critère du statut social. C'est celui qui est dans une voiture de luxe adopte un comportement qui va être différent de celui qui a une voiture classique. On va se retrouver aussi dans le critère du statut social face à des personnes qui, selon qu'ils conduisent dans le cadre de leur activité professionnelle ou qu'ils conduisent dans le cadre d'une activité de transport, vont adopter certains comportements. Donc l'état d'esprit des conducteurs vont changer en fonction de ces indicateurs-là. Voilà. Merci Monsieur Écou et désolé pour quelques petits bruits dans le studio. Alors on parle toujours de définir le profil d'un conducteur au niveau de son psychisme. On a des indicateurs qui sont prédominants. C'est sûr que oui. À la trame du process même d'apprentissage de la conduite, on a des questions qu'on pose. Ils sont de quel ordre généralement pour pouvoir bien déceler qui l'on a en face? Les profils sont de quel ordre? Il n'y a pas d'ordre particulier. C'est-à-dire que c'est un travail de psychologue. C'est en fonction des individualités qu'on va constater. Donc ça va vraiment être divers et varié. Ça va vraiment être varié. Et on va, en fonction du genre, d'abord, comme je le disais tout à l'heure, on va savoir quel type de conducteur on est. En fonction de l'âge, on va savoir aussi quel type de conducteur on est. Et en fonction de sa position sociale dans sa voiture, on va savoir quel type de conducteur on est. Et ces 3 critères-là nous permettent d'identifier une dizaine de profils. Un transporteur aura un état d'esprit différent quand il est au volant qu'un jeune qui vient juste d'avoir son permis. Donc il y a plusieurs variantes qui rentrent en ligne de compte. Et c'est ce qui permet de dire qu'il n'y a pas de profil type en tant que tel, mais il y a des comportements à adopter lorsqu'on connaît son profil psychologique. Alors, quels sont ces comportements-là même qui caractérisent les différents profils en fonction des différents âges que vous venez de nous définir? Les comportements sont dans 4 ou 5 grandes catégories de concepts qu'on a, de facteurs. On a d'abord la maîtrise de soi. C'est le premier élément. C'est la capacité à garder son sang-froid au volant face à une situation qui va se caractériser par l'agressivité au volant. On va se rendre compte que des gens sont aptes, enfin sont prompts à engueuler, à insulter ou à prendre des manœuvres pour pouvoir se venger d'autres automobilistes.
On va avoir aussi tout ce qui va être lié à la gestion du risque, le temps de réaction en fonction de son état d'esprit. On va prendre plus de temps pour réagir en fonction de son état d'esprit. On va moins apprécier un risque routier. On va aussi voir ceux qui sont, comme je disais, des fous du volant, qui aiment prendre des risques parce que soit ils ont tellement confiance en leur capacité de conduite ou ils ont tellement confiance à la voiture ou à la circulation routière qu'ils vont prendre des risques. Et puis, bon, le profil qu'il ne faut pas négliger, c'est la délinquance routière. Des gens qui pensent que la loi n'est pas faite pour eux et qui sont soi-disant plus pressés que les autres, qui vont griller un feu, qui vont emprunter le trottoir. Voilà. Et donc, tous ces profils-là vont permettre de pouvoir appliquer une politique de sécurité routière en fonction. Justement, quand on parle de sécurité routière, cela est très important. Vous nous avez donné ici quelques indicateurs pour déceler les comportements même qui caractérisent soit un bon conducteur ou non. À partir de quoi on arrive à jauger véritablement les pulsions de tel ou tel? Vous avez parlé par exemple de quelqu'un qui s'énerve au volant. Qui le constate? Qui le sait finalement? Parce qu'on ne va pas s'auto-dénoncer ou ce n'est pas les autres usagers qui disent « Ah, il y a un véhicule immatriculé tel qui est vraiment très euphorique ». Alors, comment ça se passe pour la constatation? Il n'est pas interdit qu'on puisse dénoncer un mauvais conducteur. Hein. Depuis un moment, on les voit sur les réseaux sociaux. Il n'est pas interdit de dénoncer. Déjà que l'agressivité au volant est une infraction. Tu peux te constater, on peut porter plainte parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a un individu qui était particulièrement agressif à notre côté. Donc, je prends les références que je peux prendre pour pouvoir le dénoncer parce que c'est une infraction vis-à-vis de moi. Il y a une agression même dans mon intimité quand il m'approche. Donc, ça, je peux le dénoncer. Et quand je le dénonce, l'agressivité au volant est une infraction pénale. Donc, je le dénonce parce que je suis la première concernée. Mais et puis, comme je dis, beaucoup de ces conséquences-là sont des infractions, la délinquance routière. Donc, je dois les dénoncer. Bien évidemment, quand il y a un agent de la circulation qui va être présent, il va jouer son rôle de régulateur. Mais le véritable travail pour maîtriser son profil psychologique, c'est un travail sur soi. Bon, pas de psychologie, chacun connaît son état d'esprit. Donc, on n'a pas besoin de vous dénoncer. C'est à vous de pouvoir humaniser votre environnement de conduite et puis prendre les postures, les comportements qu'il faut. Donc, c'est d'abord un travail sur soi avant de compter sur les autres pour pouvoir vous améliorer. Alors, Monsieur Ekou, qu'en est-il des préjugés que l'on a généralement concernant la gente féminine avec la conduite? On entend, hein, les femmes conduisent moins bien que les hommes, les conducteurs les plus âgés sont ceux qui font moins d'accidents que les jeunes, les chauffeurs d'Obaka sont les plus indisciplinés. C'est des préjugés, des oui-dits, des non-dits. Il y a beaucoup de préjugés, mais pour la distinction hommes et femmes, je pense qu'il y a eu beaucoup d'études qui ont été réalisées. Et peut-être qu'au grand désarroi des hommes, on ne faut pas qu'on se voit la face. Les femmes conduisent beaucoup mieux que les hommes. Ça, donc il faut changer ce langage. C'est un projet qu'il faut abattre parce que c'est une donnée mondialement reconnue. Les statistiques l'ont démontré. Le taux d'accident permet de constater qu'il y a moins de femmes qui meurent dans les accidents. Et qui causent des accidents. Et qui causent des accidents. Et il y a même une étude qui avait démontré que sur 50% des accidents impliquant des femmes, il y avait un homme responsable derrière. Donc il n'y a pas vraiment photo où les femmes conduisent bien. On part du principe qu'elles ont développé peut-être... Je pense qu'elles ont développé cette aptitude naturelle à la maternité qui font qu'elles prennent soin des autres. Donc, quand elle est au volant, elle est dans sa modération, dans sa pondération. Elle a facilement envie de protéger l'autre. Donc, bien évidemment, elle est disposée à être bien meilleure chauffeur que nous. Il faudra qu'on en prenne un exemple là-dessus. Donc, c'est un préjugé qu'il faut abattre. Les chauffeurs les plus âgés, les moins âgés, c'est vrai qu'il y a une certaine classe d'âge. Quand on est jeune, on est encore soumis à beaucoup de facteurs d'euphorie. Donc, bien évidemment, on est plus audacieux, plus enclin à prendre des risques. Mais quand on est très âgé aussi, on a une diminution de certaines facultés, de certaines capacités. D'ailleurs, plus on est âgé, plus on va réduire le temps de validité d'un permis de conduire. Donc, le préjugé il est difficile à abattre. Quant à ce qui concerne les transporteurs, ce n'est pas seulement les bagarres. C'est vrai que la disposition qu'il a de pouvoir relever un défi commercial fait qu'il oublie souvent qu'il est au volant d'une voiture et qu'il prend beaucoup plus de risques. Et c'est plus ou moins avéré parce que les transporteurs routiers sont ceux-là qui sont le plus indisciplinés, qui sont très souvent ancrés. Des fois même, ça frise la bêtise au volant. Et donc, des fois, il faut vraiment leur faire comprendre qu'ils ont un travail personnel à faire avant d'aller au-delà. Et voilà, hein, le décryptage fait sur ces différentes catégories de conducteurs. Et pour les femmes, on va nous inciter encore à bien conduire. La preuve, on prend toutes les dispositions, on conduit pieds nus. C'est pas pour rien. Oui, conduire pieds nus, c'est quand même une bonne leçon parce que on doit faire corps avec son véhicule. Et chaque fois qu'il y a un élément qui va vous empêcher d'être assez apte à maîtriser le volant, il ne faut pas hésiter à s'en débarrasser. Et ça, les femmes le font sans souci, sans aucun orgueil, quoi, je veux dire.
Et c'est un réflexe de sécurité. Alors, Monsieur Ekou, quels sont donc les facteurs qui influencent l'état psychologique du conducteur dans le système routier? Il y a beaucoup de facteurs, mais le premier facteur qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est l'état physiologique même. Vous êtes fatigué, vous avez dans un état de somnolence, vous allez forcément avoir une affection sur votre psychologie. Donc, il ne faut pas hésiter à prendre le temps de se reposer. Le facteur physiologique, il est important. Il y a certains comportements qui vont aussi aggraver le facteur physiologique, la consommation de psychotropes, la consommation d'alcool. Mais il y a des facteurs comme l'environnement dans lequel le conducteur s'est trouvé avant de prendre le volant. Très souvent, quand on regarde pour les amateurs de cinéma, quand il y a une scène où la personne sort en état d'émotion assez avéré, on met un film de suspense pour vous dire que l'émotion va affecter la conduite. Donc, nos émotions externes, qui n'ont rien à voir avec la conduite, vont influencer notre psychologique. Il y a aussi des facteurs externes qui vont nous influencer. Vous prenez quelqu'un qui est amateur de cinéma toujours, il a une grosse voiture, il est tenté de prendre certains comportements, donc on est influencé par certains facteurs externes, par la publicité qu'on a de la voiture, par des personnes qui ont conduit. Et puis, bien évidemment, il ne faut pas aussi l'oublier, il y a le facteur mécanique. La voiture est épuisante. Les vibrations, l'émanation chimique vont vous prédisposer à avoir des faiblesses sur le plan psychologique. Tous ces éléments-là doivent être pris en compte pour pouvoir, je vais dire, se concentrer, retrouver sa zénitude au volant. Alors, vous avez parlé de quelque chose de très intéressant, à savoir la publicité. C'est clair que quand on étudie la publicité, on sait qu'il y a d'autres facteurs psychologiques qu'on y met à l'intérieur pour pouvoir toucher son auditoire. En fonction de la marque du véhicule, le comportement du conducteur change? Tout à fait. Les statistiques montrent que des accidents impliquant des grosses berlines ont un taux de mortalité plus élevé. Quelqu'un qui a une voiture de luxe qui est neuve, il a tendance à prendre tellement de risques que quand il y a un impact, il a moins de chances de survivre. C'est un comportement psychologique. Il a tellement confiance en soi, il a tellement d'excès de confiance, il a confiance en sa voiture, ou bien il veut tellement démontrer qu'il est, je sais pas, il a un statut qui lui permet d'être immortel, de sorte qu'ils sont impliqués dans des accidents très graves. Très souvent, c'est des accidents très graves, il faut les désincarcérer parce que le choc est tellement violent. Donc, le véhicule de luxe, malheureusement, est un facteur aggravant de l'état psychologique des conducteurs. Donc, du coup, il y a une reprogrammation même de l'état d'esprit à avoir avant l'achat de son véhicule pour ne pas être trop influencé. Le véhicule doit être considéré comme un élément, un moyen de développement personnel, un moyen de voyage, pas comme une activité de compétition avec les autres. Il faut vraiment s'y disposer. Ce n'est pas juste à l'achat de la voiture, c'est à chaque moment qu'on prend la clé, qu'on va ouvrir sa portière, il faut se dire on est là pour voyager agréablement et non pas pour faire du tort aux autres. Et c'est l'état d'esprit qu'il faut adopter. Et ne pas se laisser prendre au jeu d'une voiture qui va à 150 km/h. Vous les verrez des fois sur l'autoroute, généralement ceux qui sont dans les grosses berlines, ceux qui font les appels des fois pour vous dépasser sur l'autoroute chaque fois. Et Dieu merci, des fois il y a des radars qui les rattrapent et les ramènent à l'ordre. Il est important de connaître et de maîtriser l'état psychologique des conducteurs pour plusieurs raisons. D'abord pour soi, on va en parler tout à l'heure, mais surtout pour définir ce qui est politique de sécurité routière. Ils doivent en tenir compte. La première obligation, c'est d'enseigner la psychologie à l'auto-école. Il est prévu dans la directive de l'UOMOA qui donne le programme officiel de cours d'enseigner la psychologie pour que chacun puisse comprendre ses forces et ses faiblesses et adapter son comportement en fonction de la situation. Mais la vraie politique, c'est la politique nationale de sécurité routière. Vous allez voir que dans certains pays, quand vous êtes très jeune, on va vous dire, vous ne roulez pas à telle vitesse. Quand vous êtes jeune conducteur, moins expérimenté, vous allez avoir l'obligation d'apposer un sticker sur le véhicule. Vous allez voir aussi qu'en période de fête, on sait que l'euphorie va prendre le dessus. On doit accentuer la promotion de la sécurité routière. Donc, en fonction de l'état psychologique, on va adapter la sécurité routière et avoir des résultats plus ou moins probants pour réduire les accidents. Mais ça nous permet aussi de pouvoir contrôler ce qui est infraction routière. Généralement, la plupart des infractions sont des contraventions qu'on fait très souvent fi de l'état moral, mais on veut comprendre aussi dans quel état d'esprit les gens sont pour pouvoir améliorer la réglementation. Parce qu'il faut le dire, des fois, le code de la route lui-même, il contribue à aggraver l'état psychologique de la personne. Vous vous retrouvez à ne pas comprendre la leçon de la circulation. On parlait des transporteurs. Vous vous retrouvez à être catalogué chaque fois. Des fois même, on ne fait pas l'erreur, mais comme on n'a pas la connaissance du code de la route, on a tendance à être catalogué. Donc, on est très souvent, comme on dit chez nous, on se considère comme un cabri mort. Et donc, tout ça fait qu'il faut connaître l'état psychologique des acteurs pour pouvoir adapter la réglementation, adapter la politique de sécurité routière et surtout adapter la formation
à l'auto-école pour que chacun puisse prendre conscience de ses capacités sur la route. Mais justement, vous parlez de formation, c'est très intéressant parce que la pratique, sinon l'apprentissage même de la conduite, c'est un processus, c'est un grand tout, avec aussi la sécurisation routière qui en émane. Dans le module de formation, d'apprentissage à l'auto-école, quelle est la place de l'étude psychologique des apprenants aujourd'hui, à l'état actuel des choses, le postulat? En l'état actuel des choses, c'est vrai que moi, je ne me rappelle pas avoir fait un cours sur la psychologie. Moi aussi. Voilà. Mais je sais qu'il y a un nouveau programme et dans ce programme-là, il y a plein d'éléments qui font appel à la psychologie, les éléments d'observation, d'études psychologiques qui arrivent. Mais comme je le disais, je le rappelle très bien, c'est une obligation. Il y a une directive de l'UOMOA depuis 2009 qui impose dans le programme une discipline sur la psychologie. Mais on ne l'a pas déclinée en discipline qu'on va enseigner, malheureusement, parce que, bon, malheureusement, sous nous aussi, on ne fait pas beaucoup d'études psychologiques. On pense que ça va de soi. On a mis l'accent sur la force physique, on a mis l'accent sur certaines activités de « il ne faut pas être fatigué, il ne faut pas boire », mais on n'a pas mis l'accent sur pourquoi il s'énerve, qu'est-ce qui fait qu'il s'emporte. Et pourtant, l'état psychologique fait partie des facteurs aggravants de l'accident. C'est-à-dire qu'on sait que 90% des causes d'accident sont des causes des facteurs humains. Et donc, la tête est le premier élément qu'il faut prendre en considération. Malheureusement, notre système d'enseignement n'a pas encore vraiment, c'est pas encore imprégné de tout ce qui va être enseignement de la psychologie. Et c'est pas seulement l'enseignement, c'est tout ce qui va être promotion après. J'ai pas encore vu des guides ou tout ça pour apprendre à maîtriser, à se connaître. Mais il faut aussi dire que c'est une discipline relativement récente. Ça date d'une vingtaine d'années à peine. On se rend compte que les automobilistes ont tendance à changer de comportement en fonction des situations. Donc, nous qui sommes en train de prendre le véhicule en marche, on a encore du temps pour se mettre à jour. Alors parlons toujours de cet apprentissage. Là, c'est clair qu'après l'obtention du permis de conduire, on a le Graal, c'est fini, hein, ça a vitam aeternam. Mais il y a d'autres facteurs personnels qui peuvent entrer en ligne de compte qui font que notre profil va être fortement influencé et muté. Oui. Est-ce qu'il ne devrait pas avoir un recyclage, soit chaque 10 ans, soit chaque 20 ans, pour voir effectivement comment le conducteur a évolué et puis adapté en fonction J'allais même dire, au-delà du recyclage, il faut peut-être avoir même une formation initiale très tôt. Je sais qu'en Europe, on commence à passer le permis piéton à l'âge de 5 ans. C'est-à-dire à la maternelle, le programme d'enseignement, puisque c'est là-bas qu'on va formater la bonne psychologie. Donc, il faut l'intégrer. Je sais que j'ai vu des manuels de formation à la sécurité routière où on fait des allusions à la sécurité routière, mais on ne prend pas suffisamment de temps d'expliquer à l'enfant que c'est un facteur psychologique qu'il faut qu'il garde en mémoire toute sa vie. Donc il faut arriver là-bas, il faut faire ce recyclage. J'allais même dire que l'obligation de recyclage, il existe légalement. C'est-à-dire qu'on a vu que, bon, avec la réforme, le permis même permanent va être supprimé pour que tous les 10 ans, on repasse le permis B, tous les 5 ans, on repasse le permis C et D, parce qu'à ce moment-là, on va faire appel à une révision de vos connaissances. Mais bon, entre ce que la loi a prévu depuis 2016 et ce qui s'est fait aujourd'hui, il y a un décalage, ça va être la première difficulté. Mais je suis totalement d'accord avec vous, il faut des obligations de recyclage permanemment sur la réglementation, sur la pratique de la conduite et surtout sur l'état psychologique. Et à chaque veille des fêtes, il faut éviter de dire ne consommons pas l'alcool, mais il faut trouver des... On parlait de la publicité tout à l'heure, il faut trouver des teasings, des éléments qui permettent de garder en mémoire l'importance d'être maître de soi au volant. En tout cas, nous vous remercions de votre apport dans la sensibilisation à la sécurité routière, et ce, depuis maintenant 3 années, depuis que l'aventure a commencé pour nous-mêmes. Merci infiniment, monsieur Paul Arnaud Ekou, pour votre passage ce jour. On va passer maintenant à la dernière ligne droite de cette émission, avec M. Guy Abinogues, un autre expert, celui-là, en finance, pour parler des principaux indices boursiers et leur rôle, c'est bien sûr dans la thématique investissement. Après le jingle, donc, nous parlons des principaux indices boursiers et leur rôle. Nous essaierons de définir voilà, les mots-clés et savoir comment cela fonctionne, parce que nous ne sommes pas experts, mais lui l'est. Et bonjour à vous, Monsieur Abinogues. Bonjour Alice. Merci d'être encore là avec nous ce lundi. On parle d'indices boursiers et le rôle. Déjà, qu'est-ce que c'est qu'un indice boursier pour tout le monde ?
Alors, un indice, c'est d'abord, j'allais dire, une mesure statistique qui permet donc par regroupement de valeurs de pouvoir donc mesurer la tendance d'un marché. C'est donc une mesure un instrument de mesure qui permet donc de voir comment évolue un marché financier et il permet en même temps de comparer les performances de plusieurs places boursières. C'est sûr que les statistiques seront bien installées aujourd'hui parce que voilà, on va y abonder dans cet univers-là et savoir comment s'évalue justement cet indice et quelles sont, on va dire, les bases pour pouvoir l'identifier, l'analyser et ça et là. Alors, ce qu'il faut déjà retenir, c'est que quand vous regardez un peu le fonctionnement des différents marchés boursiers ici et là dans le monde, des informations donc périodiques, quotidiennes sont données, notamment sur l'évolution des indices. Pourquoi cela est donné? C'est pour donner, j'allais dire, une information à l'ensemble des investisseurs, à l'ensemble des gestionnaires de portefeuille et puis évidemment au grand public. Parce que lorsqu'une information est communiquée sur un indice, c'est pour refléter à un moment donné l'image j'allais dire, synthétique que représente donc ce marché boursier à un moment donné. Vous voyez, on vous dit par exemple le CAC 40 s'affiche à temps, ça vous donne une idée de l'évolution du marché boursier de la place de Paris à ce moment-là précis. Alors c'est cela un indice. Vous savez que de manière générale, la plupart des places boursières ont mis en place ces indicateurs-là pour pouvoir donc donner des informations précises sur l'évolution de leur marché. Alors, comment toute cette analyse d'indices s'imbrique les uns aux autres? Parce qu'on a plusieurs bourses dans le monde. Mais est-ce qu'il y a une méthodologie unique où chacun est fonction de l'environnement dans lequel il est situé? En fait, je dirais qu'il y a plutôt chacun est fonction de l'évolution du monde dans lequel il évolue. Vous avez par exemple au niveau de la place de Paris, cet indice est calculé différemment de l'indice qui est calculé sur la place de New York, le Dow Jones. L'indice de Paris par exemple, qu'on appelle donc le 440, qui est la cotation donc assistée en continu, est un indice qui a vu le jour en 1988 et il est composé de quoi? Il est composé de 40 valeurs. 40 valeurs parmi les 100 premières capitalisations boursières. Une capitalisation boursière d'un titre, c'est le volume donc des titres que compose donc le portefeuille, j'allais dire, d'actions de ces titres, hein, fois le cours donc de la valeur au niveau donc de la bourse. Ça vous donne une importance de ce titre-là, notamment de la société. Alors, ça, c'est en ce qui concerne le 440. Quand vous prenez le cas du Dow Jones, le Dow Jones, lui, n'est composé de 30 valeurs. 30 valeurs qui représentent donc le secteur industriel au niveau donc de la bourse de New York. Et c'est un indice tellement célèbre et qu'à lui seul, il donne, j'allais dire, l'évolution du marché donc boursier aux États-Unis hein, de manière donc générale. Et le Dow Jones, pour votre information, lui, il a été créé dans les années donc 1928. Vous voyez un peu l'ancienneté donc de la création de cet indice pour vous montrer que les indices sont vraiment les indicateurs que les places boursières ont très tôt compris, très vite compris, qu'il était important de les mettre en place pour donner, j'allais dire, une image de l'évolution de leur marché. Alors, on ne va pas s'oublier, hein, parce que nous aussi, nous avons une bourse régionale des valeurs immobilières ici, en Côte d'Ivoire. Mais c'est vrai que c'est décloisonné en matière d'investissement et de financement. Quelle est la spécificité de notre indice ici? Alors, nous avons ici sur le marché, le marché financier régional de l'UMOA, nous avons donc deux indices. Nous avons donc le BFM Composite, qui est l'indice qui comprend toutes les valeurs qui sont donc inscrites à la cote. Il y en a 46. Et cet indice-là donc regroupe toutes les valeurs qui sont cotées. Et cet indice est révisable à chaque fois qu'il y a une nouvelle valeur qui fait son entrée donc sur la cote. Et ensuite, vous avez le BRVM 10, qui lui est vraiment l'indice phare de notre marché, est composé donc des 10 valeurs les plus actives. Quand on parle donc des valeurs actives, on parle donc des valeurs qui sont les plus donc échangées sur le marché et qui représentent donc vraiment la physionomie même du marché. Et cet indice, par contre, lui, il est révisable tous les trimestres. Et c'est un indice qui donne vraiment, j'allais dire, la mesure du marché à un moment donné. Et maintenant, il y a évidemment d'autres indices sectoriels, mais qui sont beaucoup moins importants. Par contre, si vous investissez donc de manière sectorielle, ces indices-là deviennent donc importants pour vous, parce que ça vous permet donc de comparer les différents secteurs donc de notre marché, les différents donc compartiments, pour voir quel est le secteur qui évolue beaucoup plus vite qu'un autre, par exemple.
Alors, à partir de ce que vous venez de nous donner par rapport aux différentes spécificités des différentes bourses, notamment pour la France, on en a 40, le Dow Jones, on a 30 environ, 46 ici. Quels sont les facteurs qui définissent qu'un indice migre vers un chiffre ou un autre? Il n'y a aucun facteur. C'est une attitude... Comment ça marche finalement? Voilà, justement. C'est une attitude qui est laissée, qui est propre à chaque place boursière. Vous savez, une place boursière peut décider donc de choisir un certain nombre donc, de valeurs pour composer donc son indice. Et cet indice va devenir donc l'indice phare, l'indice le plus célèbre de ce marché financier. Ce qui est important dans le choix des indices, c'est d'abord le nombre de valeurs. On en a dit, mais il n'y a pas de nombre prédéfini. Ce qui est important, surtout important, c'est la capitalisation boursière que représentent donc ces valeurs qui sont dans cet échantillon qui est choisi. Vous voyez, quand on parle de capitalisation boursière, on parle de volume, d'importance donc, notamment de ces titres-là sur le marché financier. Quand vous prenez par exemple le Dow Jones comprend 30 valeurs qui sont donc du secteur industriel, mais ces 30 valeurs sont d'une importance capitale et qu'à ces 30 valeurs-là seules, elles donnent la physionomie donc, du marché donc, de New York, même si aujourd'hui, certains gestionnaires donc, de portefeuille contestent l'importance donc, de l'indice Dow Jones comparativement donc, à l'indice S&P 500 qui, lui, contient 500 valeurs. Vous voyez un peu la différence, on parle de 30 à 500, oui, 500 valeurs, et les 500 valeurs représentent le 80% de toute la capitalisation boursière des États-Unis. Alors, cet indice-là, on voudrait savoir quelle est sa corrélation et ses points d'ancrage avec l'entrée en bourse de société généralement. Parce que l'entrée en bourse de société, c'est des événements finalement pour les différentes structures qui arrivent à atteindre ce niveau-là. Quelle est, on va dire, la corrélation, pour me répéter, et quelles sont les accointances que cela crée finalement pour les investisseurs? Alors, ce qui est important, c'est que lorsqu'une société est cotée en bourse et qu'on procède donc à un échantillon, notamment pour composer l'indice, par exemple, je prends le cas du BRV10, il est important. Il est vraiment important pour cette société de faire partie notamment de cet échantillon-là. Pourquoi? Parce que cela crée de la visibilité. Cela crée de la visibilité, cela crée également donc une meilleure exposition, notamment pour les, comment dirais-je, pour les investisseurs, pour les gestionnaires de portefeuille et même pour la société. Parce que tout le monde a les yeux fixés, donc rivés, notamment sur cet échantillon-là, pour dire, attention, dans cet échantillon, nous avons telle valeur, évidemment, qui représente les sociétés donc, qui en sont donc propriétaires. Et tout le monde s'intéresse de plus en plus, notamment aux résultats, aux performances donc, de cette société-là. Et tout le monde, notamment les investisseurs, notamment les gestionnaires de portefeuille, veulent détenir donc, ces valeurs dans leur portefeuille d'investissement. Alors pourquoi est-il tant nécessaire de comprendre le fonctionnement d'un indice? Il est important de comprendre le fonctionnement d'un indice parce que lorsqu'on vous donne, comme on appelle la tendance d'un indice, ça vous donne tout de suite une idée de l'évolution de votre portefeuille d'investissement. Si c'est l'indice le plus célèbre qui est communiqué, qui est donc donné aux investisseurs, vous, en tant qu'investisseur, cela vous donne la tendance du marché de manière donc globale. Et vous également, en tant que gestionnaire de portefeuille, cela vous donne une idée de l'évolution de votre portefeuille d'investissement que vous gérez. Parce que de manière générale, qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'on a un indice, les investisseurs et les gestionnaires de fonds veulent toujours battre notamment, j'allais dire, la performance de l'indice. Vous voyez, lorsque vous battez la performance de l'indice, vous avez un portefeuille d'investissement qui, qui fonctionne très bien. Alors, si vous avez un portefeuille d'investissement qui, lui, dégage donc une évolution qui est en deçà, par exemple, de l'indice, on dit que votre portefeuille d'investissement a sous-performé par rapport à votre indice de référence. Si, par contre, il est au-delà, on dira donc qu'il a su-performé par rapport donc, à l'indice de référence. Donc, pour les investisseurs et pour les gestionnaires de portefeuille, il est très important d'avoir donc ce référentiel-là que constitue l'indice, qui sert en même temps donc d'indice de référence par rapport à l'évolution de la gestion de portefeuille. Alors, on va illustrer tout ceci par un exemple, pourquoi pas, à partir de différentes cotations ou de différents investissements pour différentes sociétés entrées en bourse. Comment s'analyse l'investissement ou la cote-part d'un investisseur en relation avec l'indice? Alors, nous l'avons... Avec un exemple. Tout à fait. Nous l'avons dit ici... Lorsque vous avez, je prends le cas du BRV10 par exemple, c'est composé de 10 valeurs. Vous, en tant qu'investisseur, vous vous dites, moi, je vais donc répliquer cet indice-là pour matcher donc notamment la performance de cet indice. Donc, vous allez choisir les mêmes valeurs
qui composent donc cet indice-là. Et à chaque fois qu'on vous donnera la performance ou donc l'évolution de cet indice, vous voyez à peu près comment évolue également votre portefeuille d'investissement. Vous voyez, c'est très important. Et les valeurs les plus actives qui composent donc le BFM10 sont les valeurs que vous voulez également avoir dans votre portefeuille d'investissement. Donc à chaque fois qu'on va procéder à une révision de cet indice, notamment tous les trimestres, vous êtes appelé également à procéder à la révision, j'allais dire, de votre portefeuille d'investissement. Et les valeurs les plus liquides qui composent cet indice sont connues. Et malheureusement, pour des questions de publicité, je ne peux pas donc citer ces valeurs-là. Mais si vous allez donc sur les sites, notamment de la BFM, vous verrez donc toutes les valeurs les plus liquides qui composent le BFM10. Alors, vous nous avez donné un indicateur périodique, à savoir le trimestre. Oui. Et c'est à partir de chaque trimestre qu'on a, on va dire, les tendances de l'indice. Non, les indices sont donnés, les tendances de l'indice sont données tous les jours. Tout à l'heure, justement. Justement, par rapport à la clôture chaque vendredi et par rapport à l'indice que l'on sait ou qui a été illustré le trimestre, quelle est la relation? Non, par rapport donc à la clôture tous les jours. À chaque jour, il y a une clôture, notamment des événements boursiers qui se passent. Et ce jour-là, à la fin de la clôture, on vous donne la tendance de l'indice. C'est ici, notamment sur le marché de la BRVM. Donc tous les jours qu'il y a cotation, donc tous les jours, vous avez une évolution de l'indice qui vous est donnée. Alors, certains investisseurs ou certains gestionnaires de portefeuille préfèrent s'intéresser donc à l'évolution de l'indice de manière donc hebdomadaire ou de manière mensuelle ou de manière donc trimestrielle. Vous voyez? Donc, pendant cette période de temps, quand ils regardent l'indice, à la limite, ils ne s'affolent pas par rapport donc, aux différentes évolutions, parce qu'ils se sont dit, nous, on va donc travailler de manière trimestrielle par rapport donc, à l'évolution de l'indice, et donc, notamment au 1er janvier, ils ont donc, j'allais dire, un certain niveau donc, de taux, de points d'indice qui leur est donné, et ils attendent donc de voir la performance de l'indice au 31 mars pour pouvoir donc faire une comparaison et prendre une décision de réajustement ou de renforcement donc, de leur portefeuille d'investissement. Cela ne complexifie pas l'analyse des gestionnaires de projets, de portefeuille, pardon, parce qu'avoir cette acuité de pouvoir l'analyser de manière quotidienne pour pouvoir opérer les meilleurs choix pour leurs clients, il faut en avoir des aptitudes. Hein. Oui, mais ce n'est pas du tout complexe. Pourquoi? Parce qu'il y a une information que vous est donnée. Le marché vous donne une information. Vous avez donc un portefeuille de gestion que vous avez entre les mains. Qu'est-ce que vous faites? Vous analysez donc l'information qui vous est donnée par le marché et vous posez la question de savoir est-ce que je dois m'ajuster ou pas. Vous voyez? Parce qu'au fond, vous n'avez pas un seul portefeuille d'investissement. Vous avez plusieurs portefeuilles d'investissement. Et plusieurs portefeuilles d'investissement investis en fonction des champs d'investissement des différents donc, clients que vous avez, notamment dans votre portefeuille global. Alors, quand l'indice vous est donné, vous avez une ligne de conduite que vous suivez par rapport donc, à l'évolution de cet indice, par rapport donc, à l'évolution également des différents portefeuilles d'investissement que vous avez entre les mains. Et c'est à partir de là que vous prenez une décision, soit de procéder à un ajustement, notamment des portefeuilles d'investissement, soit notamment de vous retirer carrément d'un certain nombre de titres. Alors, on va dire la présence et même l'importance de l'indice boursier est-elle fonction de l'action de l'homme ou c'est une roulette de loterie qu'on tourne et puis ça tombe sur quelque chose? Non, c'est fonction j'allais dire de l'action de l'homme, c'est fonction donc, de l'évolution de l'économie. Vous savez, nous investissons dans l'économie réelle. Je vous ai dit, si vous avez une valeur, par exemple, je prends n'importe quoi, une valeur du secteur des télécoms qui est en train de performer, qui a des résultats donc probants, qui a des résultats donc, qui sont su et connus de tout le monde, cela va affecter notamment l'évolution de l'indice si cette valeur fait partie de l'échantillon retenu pour les indices. Tout à l'heure, votre chroniqueur, notamment qui donnait le journal, a cité donc le nom d'une action qui avait donc, j'allais dire, décru d'à peu près 30% et cela a affecté la performance globale du marché. Vous voyez, donc on est dans l'économie réelle et cela donc s'opère en fonction donc des résultats des différentes sociétés. Alors la connaissance de l'indice chaque journée ou par trimestre, elle se fait comment à la pratique? C'est un décompte et puis on constate ce qui se passe où on a vraiment des données fiables? Non, il y a des données fiables qui sont liées d'abord au cours des valeurs de toutes les valeurs qui sont donc à la cote et par rapport donc à l'évolution des différents cours en fonction donc de la méthode de calcul donc l'indice. Les calculs sont faits de manière donc journalière pour donner donc la performance de l'indice en fin de cotation. Alors, Monsieur Abigui, dites-nous, quel est le plus représentatif de tous ces indices ici?
Alors, je dirais le plus représentatif pour moi de tous les indices dans le monde entier, c'est le Standard & Poor's 500. Pourquoi? Parce qu'il comprend 500 valeurs et ces 500 valeurs représentent 80% de la capitalisation boursière du marché américain. Or, le marché américain est le marché le plus important et la place boursière la plus importante au monde entier. Par contre, l'indice le plus célèbre, c'est le Dow Jones. Quand vous entendez de Dow Jones à Wall Street, tout le monde s'intéresse de savoir qu'est-ce qui se passe sur Wall Street, qu'est-ce qui se passe sur le marché américain. Le Dow Jones est l'indice le plus célèbre. Et pour moi, le plus représentatif, c'est le Standard & Poor's 500. Vous vous rendez compte que vous venez déguiser l'appétit des investisseurs à partir sur ces différentes, on va dire, bourses? Mais je m'en réjouis parce que notre action... Qu'en est-il de la nôtre finalement si on ne fait pas bouger l'activité ici? Mais notre bourse bouge. Elle est compétitive? Elle est compétitive, il ne faut pas oublier que c'est une bourse qui est assez jeune, qui a été créée en 1998, elle est assez jeune. Et aujourd'hui, quand je regarde les performances réalisées par la bourse régionale des valeurs mobilières d'Abidjan, il ne faut pas oublier que c'est une bourse sur-régionale qui intègre 8 pays. Je pense que les performances sont positives et il y a vraiment bon espoir demain pour que cette bourse-là compte parmi les bourses les plus importantes, d'abord en Afrique et ensuite dans le monde entier. C'est la seule bourse au monde qui regroupe 8 pays. Et vous allez nous dire comment nous pouvons contribuer tous à la faire grandir à l'instar des grandes bourses. Le temps de recevoir Monsieur Laboboulet qui nous revient donc de la commune. Et donc parlons donc de comment nous pouvons tous faire grandir notre bourse ici régionale. Comment cela se passe? Mais c'est tout simplement de vous inviter donc à y investir massivement. Il faut vraiment que nous soyons les acteurs du développement de notre bourse. Il faut que nous soyons fortement présents sur cette bourse. Si personne n'y va, si personne n'investit cette bourse, comment voulez-vous que cette bourse-là se développe? Il faut bien que nous soyons présents sur notre bourse. Il faut bien que nous participions au développement de cette bourse en y investissant. Et il ne faut pas oublier, quand on investit, c'est vrai qu'on aide l'économie en injectant donc notamment des flux de capitaux dans cette économie-là, mais en retour, nous gagnons effectivement aussi de l'argent. Et nous pouvons donc réaliser nos projets à long terme. Et nous sommes tous donc responsables de faire bouger les choses. Tout à fait. Et on en sortira avec un bénéfice qui est forcément notre investissement. Merci infiniment, monsieur. Je vous en prie. Abigui Nogues, qui est passé sur notre plateau pour parler des principaux indices boursiers et leur rôle. On en a appris encore davantage. Cette émission est presque à sa fin, mais il en reste encore à partager avec vous. Bien sûr. Rebonjour, Monsieur Gabi Nogues, bonjour. Bonjour, on salue en fait toutes les populations. Rebonjour, Alix. Alors, nous sommes là dans ce studio à cet instant parce que tout simplement, nous venons d'Abobo. On remercie toutes les populations d'Abobo, histoire de voir ce matin comment est-ce que la commune se lève. Une commune chère à l'illustre disparu, une commune aussi qui essaie tant bien que mal de se réveiller et d'aller tout doucement à ses occupations. En tout cas, merci encore aux populations d'Abobo et voilà, par ricochet, on salue toutes les populations de Côte d'Ivoire et tous les jeunes aussi qui se sentent concernés surtout par ce départ. C'était un bon moment à Abobo, Alix, et on voudrait encore une fois remercier. Et puis, bel échange aussi avec M. Abi Nogues et M. Kou qu'on a suivi sur l'appli RTI mobile. On va terminer donc, comme tu l'as si bien indiqué, dans quelques instants. Au revoir, passez une belle journée. Et à demain.